Nous avons vraiment un panel d'invités ce soir extraordinaire et pratiquement plus besoin de présentation. Richard Descaries, bonsoir. Bonsoir. Richard, tu es président du mouvement politique Union conservatrice et chroniqueur régulier à l'émission de Théovox Actualité. Tu étais de l'émission la semaine dernière spéciale qui parlait justement de cette marche pro-vie. Ce soir, on va en faire un bilan. On veut exposer ce que les médias ont caché, donc on veut vraiment te remercier d'être avec nous ce soir. Plaisir. On a également Tania Patry. On est vraiment content de t'avoir, Tania, éducatrice spécialisée. Tania, tu étais une des speakers, une des porte-paroles, une des conférencières à la Marche pour la vie de la semaine dernière. Et j'ai bien hâte d'avoir ton analyse ce soir. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça fait plaisir. On a Isabelle Frédéric qui est avec nous. Isabelle était également une des porte-paroles la semaine dernière à la Marche pour la vie. Tu as apporté ton témoignage. Tu es également serveuse dans un resto de Granby. On apprécie vraiment ta présence avec nous ce soir. Merci. Et vraiment, je suis convaincu que tes interventions vont être prisées et appréciées de nos auditeurs. Merci. On a également Georges Buscemi, qui est un ami avec qui on a travaillé. Georges, on a travaillé extrêmement fort depuis le mois de janvier. On est là-dessus, à la planification de cette marche-là qui a été un franc succès. Sérieusement, là, on a tout fait ce qu'on pouvait faire, ton organisation et Théovox, pour en faire un succès. Et ce qu'on ne pouvait pas faire, on a laissé ça dans les mains de Dieu et ça a vraiment été un grand succès. Georges, tu es le président de Campagne Québec Vie, chroniqueur régulier à l'émission de Théovox Actualité. On te remercie d'être avec nous ce soir pour en faire un bilan, montrer aux gens ce qui s'est réellement passé, sortir la vérité, parce que souvent, les médias sont poussés par un narratif, les médias mainstream sont poussés par un narratif et dévoilent des demi-vérités. Puis on sait qu'une demi-vérité, souvent, c'est un mensonge. Bien, pas souvent, toujours, c'est un mensonge. Et pour commencer ce soir, l'émission spéciale sur l'après-manifestation pro-vie, je veux commencer avec, on a 3 volets. Un des volets qu'on va regarder ce soir, c'est la perspective des médias mainstream. Et j'ai préparé une vidéo qu'on regarde à l'instant, on la commande par la suite. Ce n'est pas seulement aux États-Unis que le débat sur l'avortement divise la population et on en a un exemple aujourd'hui à Québec. Une marche contre l'avortement devant l'Assemblée nationale a donné lieu à une importante confrontation cet après-midi. Eliane, il y a des militants pro-choix qui sont venus protester au même endroit. Oui, exactement. Donc, c'était cette première édition de la Marche pour la vie. Ils étaient quelques centaines devant l'Assemblée pour des discours contre l'avortement, entre autres. Mais les pro-choix n'ont pas tardé à riposter, si bien que ça donnait un moment de confrontation. On peut entendre à l'instant l'organisateur de la marche ainsi que des participants. L'avortement, ce n'est pas un choix légitime. On ne peut pas tout faire avec notre corps. Je crois vraiment que la vie commence à la conception. J'ai toujours été là. Et je veux pas de recul sur nos droits. Ça a été beaucoup parlé, le droit à l'avortement. On voit aux États-Unis, c'est quoi ça a fait. Fait que, oui, c'est protégé, mais encore, il peut y avoir des reculs. Donc, ça fait peur pour nous, mais aussi pour les générations futures, que justement, ça ne soit pas accessible. Il faut mentionner, ce groupe-là, Pro-Vie, veut ramener l'événement l'an prochain et même en faire un rendez-vous annuel. Ça crée de l'inquiétude sur le terrain. La ministre de la Condition féminine a commenté. J'aime pas ça. Je réalise qu'il y a des efforts qui sont faits présentement pour faire fléchir l'opinion publique au Québec. Moi, je veux m'assurer que nos droits demeurent. Alors, je suis contente qu'il y ait cette marche-là aujourd'hui pour le libre choix. Et je vais l'appuyer de toutes mes forces. En riposte à l'événement, quelques centaines de personnes se sont donné rendez-vous au Parc de la Francophonie, réitérant leur souhait de préserver le droit à l'avortement. Chaque femme a le droit de choisir d'avoir une interruption de grossesse ou pas. Ça fait partie des choix quand on a une grossesse. Ça n'arrive pas juste aux États-Unis, c'est pas juste le Nouveau-Brunswick, c'est pas juste la Saskatchewan. C'est comme il y a trop d'exemples maintenant pour qu'on laisse ça juste passer. Plus tôt cette semaine, une motion conjointe de Québec solidaire, du Parti québécois et du Parti libéral a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Elle réclame notamment un meilleur accès à l'avortement, un enjeu de taille. Les femmes qui vivent dans des régions beaucoup plus éloignées, l'accès à l'avortement est beaucoup plus difficile. Je pense que oui, il y a un manque au niveau de l'accès, un manque au niveau des ressources. En attendant, les militants pour ou contre l'avortement entendent poursuivre leurs combats respectifs. Il y a eu une manifestation anti-avortement en fin de semaine à Québec. C'est la première en près de 30 ans, là.
Oui, c'est assez surprenant. On avait par la suite organisé une manifestation. Une contre-manifestation. Au choix, exactement, pour répondre à cette manifestation-là. Puis je veux démêler un peu les termes là-dedans. Dans le fond, les anti-avortements, eux, se décrivent comme pro-vie, comme si les autres étaient contre la vie, là, parce qu'on pratique des avortements de fœtus, des fois même pas formés ou à peine formés, là, dont le cœur ne bat même pas. Donc, eux disent, nous, on est pro-vie, mais on va utiliser le terme anti-avortement là, pour essayer de démêler les gens. Puis les autres, c'est des pro-choix. Donc, tu as le choix de faire ce que tu veux avec ton corps. À Québec, c'est assez hallucinant. Et c'est assez hallucinant aussi d'entendre ce discours-là, de dire, mais même dans le cas d'un viol, il ne devrait pas y avoir d'avortement. Donc là, c'est des messieurs qui disent, nous, on va décider ce que les femmes vont faire avec leur corps. Peu importe ce qu'elles pensent, peu importe ce qu'elles veulent faire, nous, monsieur, on va décider ce qui est bon pour elles. Oui, mais c'est entouré du discours religieux. Dieu donne la vie. OK, bien, Dieu donne la vie, mais on est un parlement laïque. Les lois, techniquement, sont laïques. Là. Je veux dire, vous, Dieu, vous pouvez penser que Dieu fait ça, sauf que les politiques ne sont pas influencés par ce que Dieu pense. C'est pour ça qu'on a mis la laïcité. C'est pour ça qu'on est laïque. C'est pour ça que l'État et l'Église ne sont plus ensemble, justement pour protéger ça, prendre des décisions qui sont ancrées dans la science plus que dans la croyance, ce qui est quand même une grosse différence. On voit vraiment, là je vous ai fait un résumé de trois différents chaînes mainstream. On voit TVA, on voit Radio-Canada et on voit Salut Bonjour. Donc on a vu LCN, Salut Bonjour, qui est la même chaîne, c'est TVA. Et on a vu Radio-Canada. Isabelle, j'ai envie de te lancer la question suivante d'entrée de jeu avec toi ce soir. Tu vas casser la glace. C'est ta première parution. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. C'est la première fois que j'étais au Vox Actualité. On est content de t'accueillir. Selon toi, quel rôle les médias jouent-ils dans la formation de l'opinion publique sur ces questions comme l'avortement? Ce sont des influenceurs, un peu comme dans les médias sociaux. Donc, ils participent à la formation de la pensée des gens. Ils contribuent à une pensée générale. Ils veulent vraiment imposer leur idée, leur vision qui est imposée derrière par d'autres personnes. Et en même temps, ils encouragent cet enseignement-là dans les écoles aussi, ce qui contribue à avoir l'opinion majoritaire des gens, parce que veux pas, c'est quelque chose qui est répété depuis des années. Quand je parlais avec M. Descaries, ça ne date pas d'hier, ce lavage de cerveau. Donc, c'est pas mal ça mon opinion. Wow. Ouais. Toi, Richard, quand tu entends tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit en l'espace de 2 minutes, 3 minutes, à travers les médias, t'en penses quoi? Je trouve ça rafraîchissant. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu droit à justement un événement qui inquiète la gauche. Hein? Soyons clairs, là, c'est l'uniformité de pensée chez ces gens-là. Motion à l'Assemblée nationale, avoir une ministre sur place un samedi, il y avait d'autres choses à faire dans la vie, je suis certain, que d'être là. Mobiliser la CSN, qui étaient les organisateurs. Ils ont dépensé beaucoup d'argent pour déplacer du monde. La FIC. Donc, tout était stagé, financé par vos impôts, là, soyons clairs. Alors, les seuls qui étaient bénévoles là-dedans, c'est nous autres, là. Et c'était notre événement qui était... Elle est où votre démocratie si on n'a pas le droit de parler? Parce qu'ils nous ont empêchés de parler avec leurs sifflets, leurs cris, etc. Ça n'a pas empêché quoi que ce soit. Donc, ça a permis de montrer que toute votre uniformité de pensée, parce que le dernier qui parlait, je ne peux pas croire que ça existe encore. C'est comme c'est un fait réglé depuis longtemps. Et quand ils donnent des arguments, ils n'en ont pas d'arguments. Non. Alors, ils ne peuvent pas tenir un débat. Ils en ont eu pour leur argent. Et on a forcé même les syndiqués policiers qui ne voulaient pas intervenir. Ça, c'est l'autre aspect qu'on oublie. Donc, les institutions sont complètement manipulées par les gouvernements. Et on les oblige à faire leur job. On les a obligés à tasser les manifestants qui n'ont pas d'affaires là. Et tout s'est bien déroulé. Alors, ça se fait dans la sécurité, mais on a eu le mainstream média, les médias de masse qui en ont parlé, et ça, c'est exceptionnel. Absolument. Absolument. Georges, est-ce que tu estimes que la couverture médiatique de l'événement, elle a été équitable? Est-ce qu'on a vu une image de la marche elle-même? On n'a rien vu de ce qui s'est passé de vraiment positif. Moi, ce qu'il voulait montrer, c'était de la confrontation. C'était pour dire que c'est un débat clivant qui était déjà réglé et que ces gens-là viennent de l'époque précambrienne pour nous imposer leur point de vue religieux d'extrême droite. Mais vraiment, ce qui est arrivé cette journée-là, c'est qu'on était de 1000 à 1500
Confirmé par les policiers. La police l'avait répété, l'avait dit. On a défilé tout le long du boulevard René Lévesque. J'ai regardé ça, je me suis dit, incroyable. Les gens étaient contents d'être là. Rien de cela dans les médias de masse. Ils ne voulaient pas montrer nos affiches, nos bandes de rôle. Les gens qui étaient heureux, contents, sereins, confiants. Seulement la hargne des contre-manifestantes, seulement la colère de la ministre Biron, qui paye ces médias. Le client numéro 1 des médias de masse aujourd'hui, ce sont les gouvernements qui payent leurs annonces. Alors, les médias de masse savent qui leur fournissent le beurre sur leur pain et ils font en sorte qu'ils vont plaire le gouvernement en place, mais ils n'ont donc pas montré cela. Puis les arguments, c'est abrutissant. Ouais. Les arguments qu'ils nous présentent, « Oh, le bébé, il n'y a pas de cœur qui bat. Comment ça fait à partir de 3 semaines que le cœur bat? Ouais. Dès la conception, il y a quelque chose de vivant, il y a un enfant qui vit. Le cœur bat à partir de 21 jours à peu près. Ouais. Donc, la personne ne savait même pas ce qu'elle disait. Il disait n'importe quoi, il était complètement désemparé. C'est ça que tu vois qu'il y a une Donc, ignorance dominante. Mon QI baissait à chaque seconde en regardant ces clips-là. C'est pour ça que je ne regarde jamais le mainstream. C'est dans ma job de regarder les mainstream pour savoir ce que nos opposants pensent. Mais si on veut vraiment connaître la vérité, il faut lire, il faut s'informer ailleurs que les mainstream, qui sont juste des plateformes de lavage de cerveau. Oui, puis on voit que quand l'argument se résume à 2 mots, mon corps, mon choix. Oui, mais ça n'a pas de sens. Mon corps, mon choix. Moi, je n'ai pas le droit de prendre une tasse puis de cogner sur la tête de quelqu'un d'autre. J'ai des choix qui me sont interdits, des choix illégitimes. Pourquoi sont-ils illégitimes? Parce que je porte atteinte à la vie d'un autre. C'est justement ça, l'avortement. C'est le choix de tuer un enfant dans le sein de sa mère. Ouais. Ce choix-là est illégitime parce qu'il constitue un meurtre contre le bébé qui est là. Ouais. Il n'est pas visible, OK, mais il est visible si on prend une échographie. On le voit, là, grouiller très, très tôt dans la grossesse. Ouais. L'enfant, même Abby Johnson, l'ex-avorteuse qui s'est convertie, elle s'est convertie parce qu'elle a vu le bébé fuir le tuyau d'aspirateur. Ouais. Elle a vu carrément que le bébé voulait se sauver. Parce que c'est ça qui arrive. On met un aspirateur, on brise les os. Puis là, l'enfant veut se sauver. Mais elle l'a vu, ça, en direct sur l'échographie. Alors, l'enfant est vivant, son cœur bat en passant. Et plus, il suce son pouce, tout ça, là, c'est réel. C'est un enfant qu'on tue à chaque avortement. Oui, oui. Isabelle, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, bien, je suis tellement d'accord avec ce que tu dis, Georges. Puis quand j'étais dans la foule au moment où les contre-manifestants se sont approchés, je voyais vraiment l'espèce de colère et de hargne dans leurs yeux. Mais en même temps, j'avais de la compassion pour ces gens-là. Ils étaient complètement aveuglés, tu sais. Puis je pense vraiment que c'est là où tu disais tantôt, il est temps que l'Église sorte de ses 4 murs pour briller. Ouais. Ces gens-là ont besoin d'entendre parler de Dieu. Ils ont besoin d'entendre parler de Jésus. Puis s'ils n'ont pas le Saint-Esprit pour les éclairer, ils ne pourront pas comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Absolument. T'sais, fait que les gens sont aveuglés. Ils sont aveuglés par l'esprit de ce monde. Celui qui règne en ce moment, c'est le diable. C'est les principautés, les dominations qui règnent sur notre nation et sur le monde. Et l'Église a un rôle à jouer. C'est pour ça que nous, en tant que petite Église, on est allés. Parce que notre rôle, c'est de briller. Puis Dieu, si on regarde l'histoire de la Bible, a toujours utilisé une minorité pour faire changer les choses. A toujours utilisé les underdogs, ou si on pense à Moïse, on pense à Gédéon, on pense à David. Bien, ça prend des gens qui ont un cœur pour Dieu, qui se lèvent, puis qui se tiennent debout pour ses convictions, qui se tiennent debout pour faire briller le royaume de Dieu sur notre nation. Puis c'est ça qu'on faisait là-bas. Puis j'étais touchée de voir des gens de toutes les dominations qui croient en Jésus, qui étaient là ensemble, unis dans un même esprit pour se défendre, bien, pour défendre les valeurs du royaume de Dieu, qui est la vie. Puis Jésus-Christ, c'est la vie. Oui. Fait que je pense vraiment qu'il faut prier pour ces gens-là. Puis il faut aussi sortir dans la moisson pour que, justement, ils puissent recevoir l'Esprit de Dieu. Parce que ces gens-là, c'est des âmes. C'est des âmes perdues qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Absolument. Tania,
Je t'ai pas oublié. Oh, Mike, t'es déjà touché. Wow. Est-ce que, selon toi, les médias utilisent des images de manière à favoriser un certain récit? Ben, On l'a vu en grande partie, là. Ben oui. Ben, mon corps, mon choix, les images. Oui. Comment tu évalues la couverture de l'événement par les médias alternatifs ou les réseaux sociaux comparés à celle des médias traditionnels? Ben, beaucoup plus réel, qui s'approche de la vérité. Qu'est-ce qui était... C'est justement comme la marche qui n'a pas été... que les médias de masse, dans le fond, ils n'ont pas couvert, ils n'ont pas montré. Richard, selon toi, comment la présence des contre-manifestants a-t-elle influencé la manière dont les médias ont couvert l'événement? Penses-tu que ça a modifié l'angle ou l'attention médiatique accordée à la marche pro-vie? Bien, Georges parlait qui n'ont pas couvert l'essentiel, c'est-à-dire la marche pro-vie. Moi, je dis merci aux syndicats, puis à Mme la ministre, puis à tout le monde qui ont réagi, parce que c'est grâce à eux qu'on a eu une couverture médiatique des médias de masse. Et c'est là que c'est un peu compliqué. Et c'est là que les médias de masse eux-mêmes sont surpris, parce qu'ils sont tributaires des gouvernements. Tu l'as bien mentionné, Georges. Au niveau du financement, tu parlais ils achètent leur publicité là, ils financent complètement les médias. Ouais. On est rendu comme un pays communiste. On parlait que le droit parental a été enlevé aux parents il y a très longtemps au Québec. On est un État communiste, de facto, depuis très longtemps. Et ça en est une autre preuve, c'est que les médias sont contrôlés. Il y a un média qui dit « Je comprends pas, là, je lis toujours les nouvelles, puis c'est toujours de notre bord. » Et là, tout à coup, on couvre une nouvelle qui est contre nous, contre notre narratif. Ils ne sont pas préparés, ils n'ont pas d'argumentaire. C'est très intéressant d'avoir réussi à faire cette brèche-là, qui est énorme. Alors, ils ont fait une publicité sur l'autoroute 40. Ça, c'est assez pour allumer le monde, là, les syndicats, etc. Ils disent « Attendez, il y a une fronde. » Ils ont réussi à fermer un événement l'année passée à un hôtel à Québec, hein, vous vous souvenez? Pas des congrès. Complètement, sans aucun argumentaire, etc. Ils ont réussi à le faire. Là, ils n'ont pas réussi. Ils sont les premiers surpris. Ouais. Alors, c'est un succès retentissant et ça annonce beaucoup plus pour l'année prochaine et les années suivantes parce que l'heure vide, on parlait de compassion et d'âme à aller chercher. Effectivement, seulement qu'il faut le voir, mais il faut y aller par la raison aussi. Donc, leur argumentaire qui est vide, ils peuvent répéter ce qu'ils veulent. Moi, je dis, l'avortement n'est pas un choix parce que tuer une personne humaine n'est pas un droit. Alors que eux, c'est tout l'inverse. On a droit, il n'y a aucun droit. C'est un vide juridique, le Canada. Je disais ça à des personnes sur place là-bas. C'est comment tu dis ça, vide juridique? Un vide juridique, ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut. Et on a eu ce qu'on veut depuis 30-40 ans. Ouais. Et ça, c'est Trudeau père qui a créé le vide juridique, qui est encore plus machiavélique que d'avoir fait une loi pro-avortement. Absolument. Georges, tu voulais rajouter quelque chose? C'est que finalement, avec la participation des syndicats, la FIC, la CSN et toute cette riposte qui a été montée, c'est qu'ils voulaient finalement avorter notre marche pour la vie. C'était leur but, c'était de vouloir vraiment porter un coup de marteau décisif à notre mouvement embryonnaire, pour que nous n'ayons pas la possibilité de répéter. Puis, ils ont échoué à cela. Mais quand même, les médias, leur fonction, c'était de sauver les meubles, puis quand même donner l'apparence d'un équitable, d'un résultat équitable où les deux bords se sont affrontés. Mais vraiment, je pense que la vraie nouvelle, c'est qu'ils n'ont pas réussi leur pari. Ils ont quand même organisé plusieurs syndicats, plusieurs autobus, 400 groupes et individus se sont mis ensemble, puis finalement, ça a donné le même résultat que nous autres. Dans une province où quand même le poids est en faveur de l'avortement pour l'instant, parce que les gens n'ont pas pris conscience de ce que c'est vraiment l'avortement, selon moi. Et donc, les médias, ce qu'ils font, c'est qu'ils protègent les puissants en place. Ils protègent le gouvernement, ils protègent les intérêts, l'industrie de l'avortement, ils les protègent. Et donc, leur fonction, c'est de vraiment faire paraître dans une bonne lumière nos opposants, puis nous amoindrir et nous écraser finalement dans la conscience du public. Mais ça n'a pas réussi. Ils ont fini par mettre de la lumière sur notre événement. Mais j'envoyais des communiqués de presse avant. On a mis l'annonce sur l'autoroute, aucune couverture médiatique mainstream. Rien. Juste silence radio jusqu'à l'événement. Ils espéraient peut-être qu'on soit écrasé pour l'événement. Là,
il documenterait le tout. Et ça, ce n'est pas arrivé comme il le souhaitait. Mais moi, je peux te dire, Georges, l'année prochaine, on met la même pancarte ou la même enseigne sur le même kilomètre 202 à Trois-Rivières, puis je pense qu'on va réagir davantage parce qu'ils ont vu ce que ça produit cette année. On va rentrer dans le deuxième segment. On a parlé des médias mainstream. Je trouvais que c'était important de le faire, puis de démontrer la couverture qu'ils ont donnée. Maintenant, on va rentrer dans la perspective des contre-manifestants parce que Georges, en a fait plusieurs, toi aussi, marches pour la vie. J'en ai fait quelques-unes, Richard aussi, puis probablement que vous avez déjà tous participé à plusieurs marches pour la vie de votre côté. J'ai rarement vu dans une manifestation pro-vie où il y a à peu près 1000-1500 manifestants qui sont là pour la vie, avoir pratiquement le même nombre de manifestants pro-avortement. C'était fascinant de voir que d'un côté, les policiers nous confirment qu'on est entre 1000 et 1500, puis moi je dirais qu'on était peut-être plus, vous allez voir avec les vidéos qu'on va vous démontrer, peut-être plus près du 1500 que du 1000. Il y avait autant de contre-manifestants qui étaient là pour manifester en faveur de l'avortement, qui étaient aussi nombreux en proportion. Quand on a fait le Canada dernièrement, Georges et moi, on était là. Il y avait peut-être 4-5 000 manifestants, puis Canada, là, ça couvre le Canada. Là, le Canada est représenté. Il y avait peut-être 4-5 000 manifestants pro-vie, puis une trentaine de manifestants pro-avortement. Quand on a fait en janvier la manifestation pro-vie à Washington, on était peut-être pratiquement 100 000 qui étaient là pour manifester pour la vie. Les manifestants pro-avortement, ils étaient 4-5, une dizaine tout au plus. Au Québec, on fait, après près de 30 ans d'absence, on ramène cette marche pour la vie, cette manifestation en faveur de la vie. 1000-1500 se mobilisent afin d'être là. Et nous avons eu, en termes de nombre, pratiquement le même nombre de contre-manifestants, ceux qui étaient là pour manifester en faveur de l'avortement. Je vous ai préparé une vidéo qui relate un peu l'attitude cachée par les médias que transposaient ces manifestants en faveur de l'avortement. On regarde ça à l'instant. Amené aujourd'hui à venir contre-manifester à la manifestation pro-vie? En fait, c'est vraiment pour défendre nos droits. Regarde, ce que j'ai à dire, c'est qu'on le veuille ou non, des avortements, il y en aura. Les femmes vont pratiquer des avortements quand elles décident de mettre fin à la grossesse. Pour le choix des femmes à leur corps, c'est à nous autres à décider si on veut des enfants ou si on n'en veut pas. Puis aussi, si on est enceinte, d'avoir le droit à l'avortement. Vous, est-ce que je peux vous demander qu'est-ce qui vous a amené ici aujourd'hui? T'es de qui, toi? Moi, je suis de Théo Vox. Ah non, merci. Qu'est-ce qui t'a amené ici aujourd'hui? C'est pas une évidence. Il y a genre 200 personnes qui accaparent l'espace démocratique devant notre Assemblée nationale, puis clairement qui ont le soutien gentil et gratuit de la police qui nous bouscule comme si on était des émeutiers en colère. On est en colère, mais à date, ça se passait super bien. Voyez ce qu'ils font! C'est incroyable! OK, c'est bon, parfait.
À 21 jours, il y a un cœur qui bat. Ma mère m'a toujours enseigné que quand il y a un cœur qui bat, c'est parce qu'il y a une vie. Tu me dis que c'est pas commettre un meurtre. Quand il y a un cœur qui bat, je regrette. Je suis obligé de dire que c'est un meurtre parce qu'on est en train de tuer un bébé à naître. Tu dis quoi à ça? Moi, je dis qu'on devrait parler avec des spécialistes qui nous disent que la conception, elle n'a pas commencé dans le ventre de la mère. Elle a commencé il y a des millions d'années et elle va se poursuivre, même si la femme devant nous qui nous dit ne pas vouloir poursuivre sa grossesse va mettre fin à sa grossesse. L'humanité va en survivre et elle, son parcours de vie sera complètement différent et sera traité avec respect dans ses décisions. Il y a des milliers de personnes de l'autre côté qui sont là. Ils sont pas des milliers. Ben, ils sont quand même là-bas, oui, là, ici. On parle d'une centaine de personnes. Oh. Les anti-choix au Québec, là, ils sont pas des milliers. On va pas se faire croire qu'ils sont des milliers. Tania, est-ce que tu penses que la présence, justement, des contre-manifestants a changé ou a influencé l'atmosphère puis le déroulement de la marche pro-vie? Bien, peut-être un peu au début, mais après ça, les gens se sont dit, bien, on va répondre par amour. Ouais. Fait que les gens faisaient des cœurs, tu sais, fait qu'on les affrontait pas. Et je pense que ça les a amenés à se calmer puis à se retirer un moment. Ouais. Selon toi, Richard? C'est la police qui a fait qu'ils sont partis, là, soyons clairs. Là. Ils n'étaient pas là pour... Premièrement, ils étaient surpris. C'est des gens payés là, qui étaient là. Ils n'ont pas mobilisé... on parlait tout à l'heure de succès. Là. Nous, on mobilise des bénévoles qui payent pour aller à Québec. Là. Eux autres, ils ont mobilisé 0 personne. Là. Il y en a 2, 3 qui étaient là, plutôt LGBT qu'autre chose. Mais si tu payes et t'organises, etc., bien, ils sont les premiers surpris de voir l'ampleur de l'affaire parce que les autres, ils savent très bien ce qu'ils font. Alors ça ajoute beaucoup à l'éducation de ceux qui sont de l'autre bord puis qui pensent que c'est réglé depuis 20 ans, 30 ans. Là, il y a un wake-up call qui s'est fait. Oui, absolument. Georges, est-ce que tu penses que la présence des contre-manifestants a changé l'objectif ou le message du groupe puis des manifestants pro-vie? On s'attendait à des contre-manifestants. Il y a longtemps, on a reçu des courriels ou des messages Facebook de gens disant « ça s'en vient, les syndicats s'en saisissent ». Ils vont préparer quelque chose de gros. Puis moi, je me souviens d'une conférence d'un groupe pro-vie américain en 1995. Ils ont organisé une conférence de 3 jours à Montréal. Il y a eu des contre-manifestants à ce moment-là, mais on jouait ça dans les médias pour plusieurs semaines d'avance. Il y avait à peu près de 2 à 3 000 contre-manifestants à cette époque-là. Puis ils voulaient faire dérailler la conférence pro-vie. Alors, je savais que si les syndicats s'en mêlaient, il y aurait une mobilisation importante. Mais le message n'a pas changé. Il s'est même, je dirais, accentué, parce que là, on voyait la différence entre la lumière et la noirceur. Ouais. L'ordre, la sérénité, l'argumentaire contre le chaos, le désordre, l'agression. Cette dame qui parlait comme si la conception avait lieu il y a des millions d'années ou des milliards d'années. Bien, quel âge avez-vous, madame? Elle va répondre 37 ans. Elle ne va pas répondre 3 milliards d'années. Mais alors, c'est l'incohérence. Hein? Ouais. Parce que quand on parle de l'enfant à naître, mais là, cet enfant-là, ça vient des poussières d'étoiles il y a plusieurs milliards d'années. Mais si moi, je disais, mais là, je vais vous tuer, madame, et me servir de vos organes pour les vendre. Parce que c'est pas grave, vous n'êtes que poussière d'étoiles. Est-ce qu'elle va aimer ça? Non. Alors là, il y a une incohérence. On traite l'enfant à naître différemment. Pourquoi? Parce qu'on a un intérêt contre cet enfant. Il nous gêne. Ouais. Et c'est toujours ça dans l'histoire de l'humanité. Quand quelqu'un nous gêne, on dit, bah, c'est un amas de cellules. C'est un esclave, et si on lui donnait les droits, bien là, je ne pourrais plus construire mes palais à des prix risibles. Il faudrait que je paye des ouvriers, puis ça serait trop cher. Mais si j'ai des esclaves, c'est pas cher. Alors, cet esclave-là, ce n'est pas un être humain que je dois payer, ce n'est qu'un amas de cellules qui doit faire le travail que je lui demande de faire. Puis ça se répète. Puis maintenant, cet enfant-là nous déplaît, parfois, là, quand c'est pas voulu. Et donc, on le traite de sous-humain simplement pour plus facilement s'en débarrasser. Ouais. Mais quand on prend la logique qu'on applique à cet enfant, à nous-mêmes, là, ça ne fonctionne plus. Ouais. Isabelle, c'était ta première, peut-être, manifestation vraiment sur le terrain.
Est-ce que ça t'a intimidé, toi, quand tu as vu les contre-manifestants aussi nombreux venir sur notre site et J'ai été faire leurs étonnée qu'il n'y ait revendications? pas de limite, comme dans les autres manifestations auxquelles j'avais participé. D'habitude, il y avait un certain contrôle, dans le sens que chacun avait le droit de s'exprimer dans une certaine forme de liberté. Fait que là, j'ai dit, OK, on dérange à quelque part dans le spirituel, il y a quelque chose. C'est comme l'avortement, surtout qu'on peut avorter maintenant jusqu'à la fin. Là. Oui. C'est rendu extrêmement grave. C'est carrément du sacrifice d'enfant. C'est ça, dans le fond. Satan s'en prend à la génération qui naît, puis il s'en prend à la génération qui s'en va vers la vieillesse. Oui. Fait que, comme je disais tantôt, j'avais beaucoup de compassion pour eux parce qu'ils sont aveuglés, mais ils sont aussi, comme tu disais, au niveau des médias influencés. Ils ont l'impression qu'ils vont perdre quelque chose. Oui. Comme s'il n'y aurait plus le choix sur leur vie, mais au contraire, on a le choix. On a le choix. Puis quand on choisit la vie, il y a une parole de la Bible dans Deutéronome 30:15 qui dit « Je mets devant toi la vie, le bien, le mal, la mort, le mal. » Fait que dans le fond, on a le choix. Ouais, choisis le bien. Ouais. Puis bien, eux, ils ont l'impression probablement que c'est tout mélangé. On est rendu dans une société où le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. On mélange toutes les choses. Les valeurs sont plus ce qu'elles étaient. Ouais. Ouais. Fait que on fait face à une société assez égarée. Oui. Ouais. Tania, toi, t'as amené Lily Rose avec toi. Tu étais face à un choix à un moment donné dans ta vie, toi aussi, puis tu as décidé de garder Lily Rose. Puis aujourd'hui, c'est une super bénédiction, non pas juste pour toi, mais pour la communauté dans laquelle tu es au Vox et tout ça, c'est une bénédiction, puis tout le monde l'apprécie, elle l'aime énormément, Lily Rose. Est-ce que pendant cette manifestation-là, qui a été dérangée par les contre-manifestants pro-avortement, tu t'es senti à quelque part dans une insécurité où tu as eu peur pour toi ou pour Lily Rose ou pour ta vie? J'ai pas senti que j'avais peur, mais je me disais, Colin, j'en reviens pas que ces gens soient aussi insensibles en voyant un enfant, aussi détaché. T'sais, pour eux autres, c'est... C'est deux choses distinctes. Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Richard, tu en as parlé un petit peu, mais je pense que c'est important qu'on creuse un petit peu plus là-dedans. Comment tu expliques la mobilisation des syndicats à ce point? Tu sais, la FIC, Fédération des infirmiers et infirmières du Québec, la CSN, et il y a eu d'autres... puis, tu sais, on a sorti la semaine dernière même la FMSQ, la Fédération des médecins spécialistes du Québec, qui sont en train, justement, de travailler. C'est sorti dans la revue Le Point, qui est leur revue à eux, qui veulent tout mettre en branle, encadrer, augmenter l'argent qu'on va donner pour le dernier trimestre, lorsqu'il y aura un avortement au dernier trimestre. Comment tu expliques tout ça, cette mobilisation-là? En fait, il faut comprendre que toutes les institutions, maintenant, sont toutes pro-avortement. Souvenons-nous quand Trudeau a annoncé qu'aucun de ses députés ne pouvait être anti-avortement. Hein, il a décrété qu'à partir de maintenant, et là, ça a fait comme un tollé. C'est incroyable, et puis tu ne peux pas dire aux gens comment penser à ce point-là. Aujourd'hui, c'est une lettre à la poste. Ouais. Alors, on a cassé beaucoup d'une ancienne normalité et on a créé maintenant cette nouvelle normalité-là qui est, ça c'est réglé. Alors, l'ensemble des institutions, on ne parle pas du barreau, mais c'est le barreau qui est pris à appliquer les lois qui ont été votées par les gouvernements. Et un vide juridique, comment tu plaides ça? C'est une aberration. Le financement, par exemple, de l'avortement, comment se fait-il qu'on finance à même nos impôts quelque chose qui n'est même pas un soin de santé? Tout ce questionnement-là n'est jamais mis sur la table. Je vais vous donner une anecdote par rapport à une situation que j'ai vécue. Un député du Bloc québécois que je rencontre dans un bar, ça ressemble à une histoire qui n'est pas réelle, c'est tout à fait réel, et qui m'annonce qu'il va avoir un enfant. Et sa femme vient de l'apprendre, donc ça doit faire 3 semaines, 4 semaines. Ah, je dis, tu vas avoir un enfant. C'est un enfant, là. C'est déjà un enfant, puis ils vont quasiment peindre la couleur de la chambre, tellement c'est un projet d'avenir, etc. Mais toi, comme député, est-ce que tu serais capable de traiter de l'avortement? C'est impossible. C'est un carcan. Donc, c'est comme deux choses. On parlait de désensibilisation tout à l'heure. C'est ce qu'on crée quand on fait de la stratégie politique. On désensibilise quelque chose. On est en train de nous désensibiliser la pédophilie actuellement. Réveillez-vous les parents. Là. Si vous envoyez vos enfants à l'école, désolé, là, ils vont dire que c'est normal, la pédophilie, dans 5 ans. Non, aujourd'hui, il faut sortir nos enfants de l'école. Il
Il faut les sortir de l'école pour les protéger. Ouais. Je ne dis pas que c'est simple, je dis juste que si on continue à vivre et sans se poser de questions, il fallait voir la face du député qui me regardait comme un Inuit. C'est bien que je suis pris, que je ne peux pas aller contre le parti, puis le Parlement, puis tout le monde. Ben, arrête de dire que ta femme a un enfant. C'est un amas de cellules. Ils sont incapables. Donc, personnellement, on est conservateur, et tout à coup, dans la société, on est libéraux au mieux ou communistes au pire. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Oui. Georges, est-ce que pendant la présence des contre-manifestants, est-ce qu'il a fallu apporter des modifications significatives pour garantir la sécurité des participants? Alors, j'ai eu quelques conversations avec le membre de la SPVQ qui était chargé des manifestations, donc un certain lieutenant à côté Lemieux. Et on a discuté ensemble, puis je lui ai expliqué, écoutez, lieutenant, leur but, c'est de faire du grabuge et d'annuler notre manifestation. C'est pas comme si vous gériez deux groupes qui voulaient en même temps manifester, comme si on avait, par exemple, un groupe de pro-palestiniens qui ça donnait que cette journée-là, ils voulaient aussi avoir de la place devant l'Assemblée nationale. Non, c'est un groupe qui est venu à cause de notre présence pour nuire à notre événement, gâcher notre événement. Alors là, il n'avait pas compris ça au départ. Oui, il l'avait compris, puis il a voulu juste l'ignorer. Il me disait qu'il ne l'avait pas compris. Mais là, ensuite, il m'a dit, mais regardez, j'ai trouvé la solution. Vous allez prendre votre tour, chacun, devant l'Assemblée nationale. Alors, il a dit, regardez, vous pensiez descendre Grande Allée, vous allez descendre de l'autre bord sur René Lévesque. Eux vont vous remplacer, ils vont prendre du temps devant l'Assemblée nationale. Puis ensuite, quand vous reviendrez par Grande Allée, vous allez les remplacer. Je lui ai dit, c'est pas... De quelle planète venez-vous? Vous pensez qu'ils vont vraiment agir comme en esprit de coopération puis de solidarité avec nous? Ils veulent pas, ils veulent gâcher notre événement. Mais lui, il pensait pouvoir gérer ça. Il disait, c'est des syndicats respectables, ils ne vont pas vouloir perdre leur nom en faisant du grabuge. Mais on a vu... Alors, il y a eu une centaine de contre-manifestantes qui se sont séparées du groupe principal qui était dans un parc derrière l'Assemblée nationale. Ça, c'était au début. Et finalement, quand on a quitté et eux ont pris la place, ils n'ont pas voulu quitter par après. Puis c'est à ce moment-là qu'ils ont fait partir leur boucane verte, là. Et ils n'ont pas voulu nous laisser la place de nouveau pour finir notre événement. Et ça a pris la police en renfort pour les tasser, finalement. Ouais. Mais donc, il y a eu un peu, je pense, de naïveté de sa part, de penser qu'eux seraient coopératifs au point où ils nous céderaient la place, puis qu'il y aurait comme un agencement, comme une espèce d'horloge, là. Non. Nous, on a été coopératifs. Nous, on a changé notre trajet pour accommoder son plan au lieutenant. Mais finalement, eux, l'autre bord, ils voulaient vraiment gâcher notre événement, comme j'ai dit, l'avorter, pour que l'année prochaine, ça ne se reproduise pas. Ils voulaient nous décourager carrément. Mais moi, j'ai parlé avec le lieutenant en question, ou le sergent, je ne sais pas qui il était. Puis, écoute, quand la marche est partie, moi, je suis demeuré sur le site. Puis, en demeurant sur le site, la musique, elle a continué pour créer justement cette ambiance-là à tous ceux et celles qui étaient restés, parce qu'il y a eu peut-être 50, 60, peut-être une centaine de personnes qui étaient restées sur le site. Alors, le policier est venu me voir et il m'a dit, écoute, ils ne veulent pas quitter l'Assemblée nationale, ils vont rester ici. Ils vont rester ici. Puis le policier m'a rajouté ceci, il m'a dit, ils vont quitter seulement, et si seulement, vous êtes prêts à leur laisser leur stage pour qu'ils puissent faire leurs revendications. Notre stage, c'est ça, notre stage à nous, où nous étions réunis et voulaient avoir ou accaparer notre stage pour faire leurs revendications. Puis j'ai dit aux policiers en question, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, il n'y en est pas question. Nous, on a réservé l'emplacement. Nous, on a payé pour l'électricité. On a payé le stage. J'ai dit, il n'y a pas question que nous laissions notre stage devant l'Assemblée nationale dans un événement que nous avons organisé aux contre-manifestants. Ça n'arrivera pas. Il me dit, OK. Il revient avec une deuxième offre des contre-manifestants qui étaient sur place. Il me dit,
écoute, les gens ne veulent pas quitter. Ils m'ont fait une deuxième offre. Ils sont prêts à quitter seulement et si seulement tu es prête à arrêter présentement la musique, l'ambiance puis tout ce qui se passe pour que de leur porte-voix, ils puissent faire leurs revendications devant l'Assemblée nationale. J'ai dit, monsieur l'agent, on est dans nos droits. On a travaillé depuis le mois de janvier à cet événement-là. Ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est seulement faire du grabuge. Ces gens-là n'ont pas assez de couilles pour organiser leur propre événement. La preuve, leur événement s'appelle la riposte pro-choix. La riposte à quoi? À la manifestation pro-vie. Et vous me demandez d'arrêter la musique alors qu'on est dans nos droits. On vous a réservé. On a réservé le site devant l'Assemblée nationale. On a loué tout l'équipement de son. On a payé pour l'électricité. Il n'est pas question qu'on fasse aucun compromis. On est en droit légal de rester ici. Donc, je suis intransigeant. Les gens qui sont partis marcher pro-vie vont revenir dans quelques minutes. Maintenant, ce sera à vous de gérer la confrontation qu'il y aura entre pro-vie et pro-choix. Moi, je ne cède pas le terrain aujourd'hui. Et puis, il a dit, c'est bon. Il a rappelé du renfort. Il y a peut-être une cinquantaine, soixantaine de policiers qui ont nettoyé la place pour faire en sorte que les manifestants pro-vie puissent revenir en toute quiétude sur le site que nous avions réservé au préalable. Le lieutenant côté Jardin, hein, parce que c'est son vrai nom, en fait, là, il avait caché côté Jardin 2 tiers de policiers dans des autobus qui sont arrivés en renfort. Donc, il avait prévu le coup. Mais ils sont syndiqués, alors ils respectent les syndiqués et ils essayent de nous pousser tranquillement. Alors, ça montre quand on se tient debout, quand on fait une organisation comme ça. Et à l'année prochaine, on vous souhaite que vous soyez là encore l'année prochaine et tentez de mobiliser du monde. Vous allez voir comment nous, on va agir de notre côté. Absolument. On a appris des leçons aussi à travers de tout ça. Comment, justement, le poids des contre-manifestants pourrait influencer les stratégies ou les messages futurs des pro-vie? Bien, le but des manifestants, et ça s'est vu en Ontario en passant. Alors, les contre-manifestants à la Marche pour la vie d'Ottawa, par exemple, en 2019, je crois, juste avant le COVID, leur but, c'était de faire peur à suffisamment de groupes pour qu'ils ne reviennent pas. Oui. Alors, par exemple, la manifestation à Ottawa, un grand nombre des participants, c'était des écoliers d'écoles catholiques et de conseils catholiques. À peu près, je dirais, de 5 à 7 000 participants étaient de ces étudiants-là. Et lorsqu'ils sont venus et ils ont bloqué donc, le chemin avec une soixantaine de personnes qui ont refusé de quitter, puis la police ne voulait pas les... Donc, la marche a dû rebrousser chemin. Mais ça donnait un prétexte au conseil scolaire catholique de dire « Ah, il y a un danger, on annule ça, l'année prochaine, ils ne s'en vont pas là. » Et maintenant, la marche a baissé de 18, 19, 20 000 à 5 000. Ouais. Puis ça n'a pas remonté depuis parce que ces étudiants-là, maintenant, ne reviennent pas. Les conseils scolaires qui déjà étaient frileux par rapport à la Marche pour la vie, se cherchaient une excuse, ils l'ont. Ouais. Alors, c'est ça le but des contre-manifestants. Ils se disent, ces gauchistes-là, ces syndicats-là, le gouvernement se dit bien démocratique, mais c'est hypocrite. Ouais. Ils veulent faire peur au monde pour les faire sortir de la place publique. C'est ça qu'ils font. Absolument. On a parlé des mainstream, on a parlé des contre-manifestants. Maintenant, je vais mettre l'emphase parce que ça a été un super bel événement. Et je veux juste vous rassurer à la maison, ça a été un événement, on vous a montré vraiment les contre-manifestants, mais c'était hyper sécuritaire. Il y avait des enfants qui étaient là, puis jamais les enfants ont eu peur pour leur vie. Il y avait des maquillages d'enfants, il y avait justement des bricolages pour des enfants. Ça a été un super bel événement, mais on voulait vous montrer vraiment la vraie face, ce qui s'est réellement passé le 1er juin devant l'Assemblée nationale. Parce que ce qu'on vous a montré au départ avec les mainstream n'était pas le reflet de la réalité. Il y avait une portion de vérité, mais n'était pas le reflet de toute et l'entièreté de la vérité. Et on veut juste faire le point, parce que chez Théovox, vous le savez, notre slogan, c'est la vérité au cœur de l'actualité. La vérité étant pas des fake news, étant les faits, ce qui s'est passé. Et c'est ce qu'on veut vous démontrer à travers cette analyse suite à la Marche pour la vie. On veut exposer la vérité, mais la vérité aussi étant Jésus-Christ et la perspective biblique à travers tout ce qu'on vit dans notre société aujourd'hui. Je ne veux pas passer sous silence, justement, la marche qui a mis en évidence vraiment ces gens chrétiens, croyants, pro-vie, qui se sont mobilisés,
chrétiens, croyants ou non-croyants, qui croient à la vie, qui se sont mobilisés en faveur de la vie cette journée du 1er juin devant l'Assemblée nationale. Et on vous a préparé un reportage là-dessus qu'on regarde à l'instant. Pourquoi c'est important pour toi de venir manifester aujourd'hui pour la vie? C'est simple, on n'a pas le droit de vie sur notre vie, c'est Dieu qui a le droit de vie sur nous, c'est tout. Bien, parce que c'est important d'avoir une voix pour ceux qui n'ont pas de voix. Est-ce que tu penses que la manifestation d'aujourd'hui a le potentiel de changer quoi que ce soit? Absolument. Si on s'unit tous dans la même vision pour le Seigneur, ça va changer. Bien, je l'espère, oui. On est en train de lancer un message que, oui, il y a possibilité, que malgré les circonstances, si tu as un entourage avec qui tu peux avoir du soutien, qu'il y a moyen de conserver la vie qui vient de Dieu. Pourquoi c'est important pour toi d'être ici aujourd'hui? Bien, moi, c'est important d'être ici pour la vie parce que moi, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai vécu 2 avortements avant que je donne ma vie à Jésus. Et Dieu m'a tout pardonné ça. D'abord pour me sensibiliser, moi. Et puis, le mouvement est extraordinaire. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Pour rendre un peu visible cette opinion-là qui est très minoritaire, je pense, au Québec. Parce que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Et on est pour la vie. On est pour la vie, oui. Parce que je suis ici parce que je veux aller contre l'avortement. Puis pourquoi tu es contre l'avortement? Parce que c'est un péché aux yeux de Dieu. Bien, parce que nous sommes censés être une société qui valorise les droits de la personne, l'équité, le respect de l'autre, surtout des plus faibles et des plus démunis. On est censé protéger le faible, protéger celui qui a moins de force. Alors, la personne au monde qui a le moins de force, qui est plus marginalisée, ce sont les enfants à naître. Donc, il y a un bébé dans ton ventre? Oui. C'est important que ce bébé-là vive? Oui. Qu'est-ce que tu penses des gens qui considèrent enlever la vie à ces bébés-là? C'est pas leur choix. C'est Dieu qui a choisi d'implanter le bébé dans le ventre. Il a envie de vivre, le bébé. Ça fait un petit bout que je suis avec Dieu, puis je suis venue pour encourager pour pas l'avorter parce que tout le monde a le droit à avoir la vie. Souvent dans la société, on prétend valoir la dignité humaine, mais je crois que l'avortement, c'est un exemple parfait de comment est-ce que quand on oublie Dieu, on oublie le droit naturel. La vie, c'est vraiment important pour nous, c'est fondamental. C'est un don. Isabelle, toi, qu'est-ce qui t'a motivé? À venir. À venir, puis à mobiliser des gens, puis à être là pour la marche pour la vie? Bien, premièrement, moi, j'en ai vécu un avortement. C'est quelque chose qui m'a profondément affectée. Parce que quand je l'ai fait, je savais que je faisais pas le bon choix. Je pensais que jamais Dieu me pardonnerait ça. Puis Dieu m'a pardonné par la grâce de Jésus, parce que Jésus a fait à la croix pour nous. Et ça m'a pris beaucoup d'années avant de me... Pardonner toi-même. Pardonner moi-même, mais aussi de saisir à quel point Jésus c'est le rocher, puis à devenir ferme aussi dans mes convictions puis dans mes valeurs, ce que je suis aujourd'hui. Puis quand j'ai vu que c'était la première marche au Québec pour la vie, mon Dieu, ça a résonné dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, cette cause-là, c'est tellement important. C'est tellement important. Fait que c'est certain que j'ai voulu... à ce moment-là, j'ai voulu louer un autobus. J'ai contacté Québec Vie, Georges, par notre mise. Puis je voulais savoir si je pouvait contribuer d'une quelconque façon. J'ai parlé à mon église de cet événement-là. Puis on a foncé. Ouais. On a foncé. On veut briller, comme on disait tantôt. On veut briller. On veut que ces valeurs-là soient prônées dans notre société. Absolument. Toi, Tania, qu'est-ce qui t'a amené à... Ma fille qui est devenue une cause noble, pour avoir passé proche de me faire avorter puis de voir les ressources, dans le fond, qui sont en place, le manque de ressources qui sont en place plutôt.
c'est à dénoncer. Tu sais, c'est le respect de la vie. Georges, pourquoi 30 ans de silence? Près de 30 ans. C'est 27 ans exactement, là, mais près de 30 ans de silence où il n'y a pas eu de manifestation ou d'événements majeurs, marquants. Pas de cette ampleur-là. Ouais. Alors, Campagne Québec Vie, ça fait 35 ans que nous existons, donc Wow, depuis bravo. 1989. Mais jamais nous avons organisé une marche pour la vie au Québec. Il y a eu d'autres événements, des chaînes pour la vie, des vigiles de 40 jours pour la vie. Alors, c'est d'autres sortes d'événements, mais jamais une marche. Pourquoi? Ben, c'est qu'il y avait celle à Ottawa, premièrement. Donc, c'était plus facile pour nous de dire, ben, venez à la marche pour la vie à Ottawa, c'est pas loin, puis vous allez avoir une belle expérience. Parce que justement, nous étions conscients du fait que si nous ne réussissions pas à rassembler 1000, 1500, 2000 personnes, qu'on serait complètement noyés par des contre-manifestants et les gens en sortiraient démoralisés, ce qui serait le contraire de ce que nous voulions faire. Ouais. Et ça a pris finalement, je dirais, 3 choses. Un appui plus fort du mouvement pro-vie canadien qui nous ont donné financièrement, moralement, spirituellement de l'appui. L'autre chose, c'était la provocation du gouvernement Legault dans l'affaire de Harvest Ministries et d'Art Lucier, donc qui voulait organiser un événement l'année passée au Centre des congrès à Québec, un événement de prière, mais qui lui a été refusé simplement parce qu'à quelque part sur son site web, il y avait quelque chose de pro-vie. Alors avec ça, Caroline Proulx, ministre du Tourisme, a dit non, il n'est pas question que vous ayez votre événement dans le centre des congrès géré par le gouvernement. Vous êtes pro-vie. Mais là, c'est même pas un événement pro-vie de 1 et de 2, même si c'était un événement pro-vie, on a le droit de parole au Québec, mais ça a été annulé. Alors, donc, ça a pris un appui de Campaign Life Coalition, Coalition nationale pour la vie. Ça a pris une provocation complètement disproportionnelle du gouvernement Legault. Puis ensuite, ça a pris, je dirais, ça a pris l'appui de Théovox. L'appui très fort de Théovox nous a aidés à surmonter notre, on peut le dire, peur d'affronter ces gens que nous avons vus. Et donc, on a fait ensemble plusieurs églises, plusieurs lieux. Donc, l'appui de Théovox, je dirais, a été décisif à nous aider à aller au prochain niveau. Ouais. Et donc, c'est ces 3 choses-là qui ont fait en sorte qu'on a pu avoir la marche cette année au Québec. Wow. Wow. Richard, est-ce que ce genre de manifestation aurait ou a le potentiel de renverser ou de changer quoi que ce soit au Québec ou au Canada? Premièrement, la mobilisation financée par les syndicats a contribué à l'atmosphère. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Moi, quand je parlais, j'avais l'impression que j'étais un rockstar. Là. Ça criait, puis ça sifflait. C'est extraordinaire. Alors, malheureusement pour vous autres qui nous écoutez, là, qui avez organisé ça et qui pensez faire pire l'année prochaine, plus vous allez être nombreux, plus vous appuyez notre cause, plus les médias sont obligés d'en parler. Alors, c'est certain que si on regarde ça comme ça, on voit très bien qu'ils s'enfoncent énormément. On parlait d'arguments tout à l'heure, mais au niveau institutionnel, ils sont mal pris. Même les policiers ont essayé de nous mettre des bâtons dans les roues, parce que je suis désolé de vous dire que c'était pas improvisé, là, ce qui se disait. Là, c'était pas une négociation, je sais pas trop quoi faire. Donc, ils avaient prévu les effectifs, ils ont prévu de ne pas perdre l'ordre sur place. Ils avaient sous-estimé cependant la... Mais moi, je parle souvent de mouvements politiques et non plus. Les partis politiques, c'est terminé. Je le répète à qui veut l'entendre. Les gens ne comprennent pas. Ils pensent que c'est par les partis politiques qu'on change les choses. À quelle heure vous allez comprendre? Ça fait 20 ans que c'est la même chose. Ouais. C'est une uniformité. 338 élus à Ottawa sont pro-avortement. Ils n'ont pas le choix. Même M. Reason, qui est un pro-vie que je connais, il a été obligé de dire qu'il ne l'était pas la semaine passée. Parce que son parti lui interdit, sinon il va être éjecté du parti. Ouais. Alors, on voit qu'être en mouvement, c'est se mettre en mouvement. Vous aviez peur dans le passé, parce que c'est complexe. Hein? Là, il y avait de l'expérience, il y avait
il y avait du potentiel d'organisation. On a eu un beau temps aussi, ça aide énormément. Mais c'est pas moi, j'ai parlé de levain dans la pâte, c'est que tu n'as pas besoin d'être 5 millions, là. Si on avait été 200, ça aurait été suffisant, mais on était 1500. Alors, tant mieux, mais quel œil au beurre noir qu'on a donné aux syndicats et à toutes les institutions qui ont toujours pensé que c'était une question réglée. Quand j'entends ça, c'est comme de dire que de tuer son voisin, c'est pas grave. Hein? C'est ça qu'on dit, là. On dit que la vie d'un être humain, dans une condition X, c'est pas grave. Bien, à 9 mois, moins 1 seconde, avant de naître, ils peuvent avorter et ils le font. Et les médecins ont des primes pour des avortements tardifs. Ça, c'est tuer un être humain formé, viable. Absolument. C'est quoi, tu penses, à partir de maintenant, quelles seront les répercussions qui seraient espérées ou que nous pouvons voir à la suite d'un tel événement, cet événement-là de samedi dernier? Heureusement pour nous, et heureusement pour la vérité, en fait, c'est que plus ils vont se mobiliser, plus pire ça va être. C'est qu'ils sont empêtrés dans l'erreur. On parlait tout à l'heure du noir versus le blanc. Hein? Le noir, c'est l'absence de lumière. Mais c'est vraiment ça, qu'ils sont du côté obscur de la vie. Ils ont fait ce choix-là et ils pensent que c'est réglé. Bien, tu craques une allumette et leur château s'effondre en quelques secondes. Ouais. Alors, plus ils vont vouloir... Ils ont mobilisé une ministre l'année passée pour annuler un événement. Je pense qu'ils ont été pris de court, ils n'ont pas réussi à se revirer de bord. Nous, on a mobilisé une ministre qui s'est tenue pas mal loin, hein? Des gens disant, pensez-vous qu'elle va venir ici? Premièrement, elle va être surprise de me voir sur place. Je la connais bien, Martine. Mais j'ai connu Martine à Radio-Canada. Maintenant, c'est Madame, on va défendre les droits des femmes jusqu'à tuer des êtres humains. On est ailleurs, là, complètement. Et pensez-vous qu'elle nous aurait approchés? Ben non, parce qu'ils ont peur à la sécurité et tout le reste, alors que c'est l'inverse. C'est eux autres qui amènent cette agressivité-là. Alors, plus ils vont vouloir agir, parce qu'elle a menacé dans le reportage à Radio-Canada qu'elle était pour ouvrir, pour aller encore plus loin. Bien, allez-y. Et arriver avec des lois de fous comme vous faites depuis 2020, c'est un totalitarisme assumé qu'on voit avec le gouvernement Legault, le gouvernement Trudeau. Oui. Alors, plus ils vont le faire, plus ils vont éveiller des gens qui sont dans des situations où on est entre deux, on ne s'est jamais posé la question, où on a vécu un avortement, etc. Et là, ils vont se dire, ça n'a aucun bon sens ce qu'ils veulent qu'on fasse. Ouais. Donc, on va arriver à les obliger à trébucher. Et c'est ça, chapeau pour l'événement. Ça a été une première qui risque de faire des petits. Absolument. Richard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappellerai aux gens que, encore une fois, on peut te suivre via ta page Twitter, notamment sur unionconservatrice.ca. Et il y a beaucoup de nouvelles. Tu diffuses beaucoup d'actualités sur cette page-là. Fait que si les gens veulent être au courant de ce qui se passe, l'envers de la médaille qu'on est en train de projeter, bien, ils ont juste à aller sur ta page, puis ils vont pouvoir, avec unionconservatrice.ca, être à l'affût de ce qui se passe. Tania, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci d'avoir partagé ton cœur. Merci au nom d'Élie Rose et de tous ceux qui t'entourent d'avoir conservé ce bébé qui aujourd'hui est une réelle bénédiction. Les gens peuvent te suivre aussi, j'imagine, s'il y a des choses via ta page Facebook, Tania Patry. Donc, tu vas peut-être avoir un surplus d'amis ou de demandes d'amitié. C'est pas ce que je sais. Merci beaucoup, Isabelle, d'avoir été avec nous, d'avoir partagé ton vécu, d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir fait le point justement sur ton expérience et sur ta contribution que tu as apportée à cette marche-là, mobilisant justement l'Église et un autobus pour être là. Ça allait certainement faire une différence. Ça fait un plaisir. Vraiment, on l'apprécie beaucoup. Puis j'imagine aussi, les gens, puis s'ils veulent te suivre ou s'il y a des choses, via ta page Facebook, j'imagine aussi. Oui, ma page Facebook ou bien Église Fondation Granby aussi. Si jamais des gens qui veulent apprendre à vivre une vie chrétienne active, qui veulent sortir de leurs 4 murs d'église, puis qui veulent briller dans notre société, on fait partie de ces églises qui croient qu'il est temps qu'on se lève en tant que croyants. Voilà. Merci beaucoup. Georges Buscemi, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Georges, merci d'avoir, en collaboration avec Théovox, organisé cette marche-là. Ça a eu un impact. Les gens peuvent te suivre via la page Campagne Québec Vie, sur Telegram, sur Facebook ou sur ta page personnelle aussi, Georges Buscemi, sur Facebook. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous savez, en conclusion, j'aimerais terminer avec la pensée suivante. Nous avons cru un mensonge qui a paralysé l'Église et qui l'a gardée cloîtrée, isolée et emprisonnée entre ses 4 murs. Ce mensonge que l'Église a cru est qu'elle n'était pas appelée à faire de la politique. Le problème que j'ai avec cet énoncé, c'est que nos politiciens ont politisé les valeurs morales, ce que l'Église est appelée à défendre.
En ce faisant, l'Église a accepté d'éteindre sa lumière dans la noirceur. Je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'une lumière ne brille pas à son plein potentiel parmi la lumière. Mais elle impacte, elle fait une différence, elle expose ce qui doit être exposé lorsqu'elle brille dans les ténèbres et dans la noirceur. Voilà le mandat de l'Église. Être chrétien veut dire être comme Christ. Et si tu te dis chrétien, il y a forcément un moment dans ta vie où tôt ou tard, tu devras prendre et te lever pour des positions afin de refléter le caractère et les valeurs de Christ. La réalité d'aujourd'hui est que plusieurs personnes s'affichent comme des chrétiens ou des croyants, mais très peu vivent et défendent les valeurs de Christ. Si tu veux savoir si tu es un véritable chrétien, il doit inévitablement y avoir un avant ta conversion et un après ta conversion. Sinon, tu ne fais que suivre une image que tu t'es forgée ou que tu t'es fait du Christ et non Christ. Parce que suivre Christ implique un changement de comportement, implique un 180 degrés et un changement de direction, implique de prendre sa croix et le suivre, et ça engendre à tout coup la persécution. Sujet que l'on a cessé d'adresser aujourd'hui dans nos églises, mais un sujet des plus actuels dans les temps dans lesquels nous sommes. Plusieurs croyants parlent aujourd'hui d'un réveil, prient pour un réveil, déclarent un réveil, mais plusieurs de ces croyants ne parlent jamais de Dieu à personne, ne prient jamais pour les âmes, ne prennent jamais des positions qui risqueraient d'afficher leurs convictions contraires à ce narratif dominant que le monde pousse. Ils espèrent un réveil sans leur implication et leur participation, sans en payer le prix, sans s'afficher eux-mêmes comme chrétiens, parce que le prix à payer en est un très élevé. Le réveil, c'est quoi? Le réveil, c'est de gagner une âme à la fois à la cause de Christ. Le réveil, c'est de briller, d'être ce baromètre qui dicte cette vérité morale et spirituelle, cette science du bien et du mal dans notre monde, pointant et dirigeant celui-ci vers Jésus. Charles Spurgeon a un jour dit ceci: « Je crois que l'une des raisons pour lesquelles l'Église de Dieu a si peu d'influence sur le monde à l'heure actuelle est que le monde a tellement d'influence sur l'Église. » Matthieu, le chapitre 5, le verset 16 déclare « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Être l'Église ne se résume pas à aller à une réunion le dimanche matin. Être l'Église signifie de briller, d'être cette lumière et de vivre le message de Jésus-Christ dans ce monde. Être l'Église, c'est de véhiculer les valeurs de Christ dans notre société. Être l'Église, c'est de faire comme tous ces croyants samedi dernier, présents à défendre la vie et communiquer l'amour de Jésus à tous ces contre-manifestants pro-avortement, remplis de haine et séduits par le mensonge d'une illusion et d'un faux narratif. Être l'Église, ça se vit tous les jours de la semaine, du dimanche au samedi, et ce, où que nous soyons. En terminant, voici une vidéo condensée de cette manifestation pro-vie à Québec. Être l'Église, c'est d'être parmi ces gens blessés pour leur apporter ce réconfort que l'on retrouve seulement en Jésus. Être l'Église, c'est d'être présent dans ce genre d'événements et briller. Que l'Église sorte de ses quatre murs et qu'elle brille dans les ténèbres. Soyons ensemble cette Église. Je vous présente le résumé de la marche pour la vie de samedi dernier. C'était Jean-François Denis qui vous dit bonne réflexion et à la semaine prochaine. Aujourd'hui, samedi 1er juin, jour J, on y est arrivé, c'est la manifestation historique pro-vie qui prend place devant l'Assemblée nationale. Et à ma droite, fait que vous ne les voyez pas, mais on les entend, les contre-manifestants sont nombreux. Mais on est tellement heureux de voir que la foule s'est mobilisée pour venir manifester pour la vie. Restez à l'écoute, on aura des témoignages, toutes sortes de choses qui vont prendre place et nous voulons vous faire vivre l'émotion qui règne ici, aujourd'hui, devant l'Assemblée nationale. On poursuit avec des témoignages. J'avais un discours de préparer pour vous, mais ce discours n'est pas pour aujourd'hui. Le choix de la Ligue
légalisation de l'avortement au Québec a été et sera toujours le mauvais choix. Nous voulons, toutes les personnes qui font du bruit aujourd'hui, que l'année prochaine, vous soyez avec nous. La vérité n'étant pas des fake news, la vérité étant les vraies nouvelles. Et c'est ce que nous avons besoin d'entendre aujourd'hui. Non pas un narratif préprogrammé, mais entendre la vérité. La vérité étant la parole de Dieu, Jésus-Christ. We thank God for this day. On remercie Dieu pour cette journée. Vous êtes le levain dans la pâte. C'est vous autres ici, là. Partout où on va au Québec, c'est des gens comme vous autres qu'on rencontre. On se multiplie et la pâte, elle est à côté. Hein? La pâte molle, elle est là-bas. Aujourd'hui, on a eu l'honneur d'avoir Mme Martine Biron, la ministre des Affaires internationales du Québec, qui a dit qu'elle viendrait voir si on est nombreux. On n'a pas besoin d'être nombreux. Ici, on parle au nom de milliers de Québécois et c'est tout un honneur de vous avoir ici avec nous autres. Je suis une survivante. Une survivante de 2 tentatives d'avortement. J'ai demandé au Seigneur, je dis, Colin, guide-moi. Fais n'importe quoi, soit provoque une fausse couche ou viens me chercher un accident ou quelque chose. J'ai dit, je peux pas concevoir que je vais tacher mes mains puis mon âme de sang. Quand je regarde le petit miracle que j'ai, ma petite fille. Si ça peut sauver d'autres bébés, si ça peut permettre à des enfants de pouvoir vivre comme la petite cocotte que j'ai vue tantôt, ben gloire à Dieu. Jessica, qui nous a conseillé à avorter quand elle avait 20 et 24 semaines. Et elle est ici aujourd'hui. Elle a... quel âge as-tu? 15 ans. Oui. Je me réjouis qu'on est dans la région la plus sombre de l'Amérique du Nord, car je crois que c'est ici même le sol idéal pour que la lumière de l'Évangile de Jésus-Christ jaillisse non seulement au Québec, mais qu'on soit un flambeau pour l'Évangile à travers l'Amérique du Nord. Avez-vous le goût de faire un dernier chant avec nous? C'est ce qui complète ce reportage en lien avec la manifestation pro-vie. Vous avez vu, c'est une manifestation riche en émotions. Les contre-manifestants pro-choix qui se sont émissés à l'intérieur de cette manifestation pro-vie aujourd'hui. Vous avez vu et entendu toutes sortes de témoignages. Témoignages du côté de pro-avortement, témoignages du côté de la vie. Nous espérons que vous avez apprécié ce court reportage. C'est Vox Pop et que vous avez vécu l'émotion que nous avons vécue aujourd'hui. C'était Jean-François Denis en direct qui vous dit à la prochaine.